Vous sapere aller. Esse cara no Google. Alors, bonjour à tous. Je propose qu'on commence et il y aura sûrement des personnes qui vont nous rattraper au fur et à mesure. Je vous souhaite bienvenue à ce deuxième webinaire qui est organisé dans le cadre du programme scientifique, dans le cadre du Festival Mangal. Le collectif 5 Delta organise dans le cadre du programme PAPBio. Donc, je suis ravie aujourd'hui de vous retrouver pour ce deuxième webinaire. Moi-même, je me présente, donc je suis Julia Rérol, je suis coordinatrice de l'ONG GRDR et membre du collectif 5 Delta que je représente aujourd'hui. Je vais juste introduire le webinaire. Hoje, vou apenas introduzir o webinário e depois Nos panélistes qui sont ici présents. Donc, comme je l'ai dit, ce webinaire intervient dans le cadre du programme scientifique du Festival Mangal. On vous invite à suivre l'ensemble des activités qui vont se dérouler sur l'ensemble de la semaine et les semaines prochaines à travers les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, LinkedIn et aussi un site internet que vous allez voir dans l'icône discussion ou questions-réponses. Vous allez avoir accès à tous ces liens. Donc, ce webinaire a comme titre intitulé « Entre inclusion ou exclusion, quelle place des communautés dans la gouvernance des écosystèmes ?» Et nous avons le plaisir aujourd'hui d'accueillir du coup 3 panélistes et un modérateur. Donc, avec Monsieur Fodé Idrissa Kallo, secrétaire chargé des affaires communication et information de la Fédération nationale des pêcheurs artisans de la Guinée. Docteur Alexis Soudouane Sagna, géographe ruraliste, chef de service et école de formation professionnelle de santé. Docteur Domingos Gomez Betunde, directeur du parc naturel de Tarafé de Rio Cacheu en Guinée-Bissau. Et enfin, notre modérateur, Monsieur Constant Setonde Nyansounou, désolé pour l'accrochage des noms, docteur en chercheur au département de géographie, Université de Namur, Belgique, spécialiste de l'écologie des mangroves, services écosystémiques et résilience socio-écologique des mangroves. Je vais leur laisser dans quelques minutes la parole. Avant cela, je voulais préciser quelques règles pour participer au webinaire qui sont très simples. Déjà, informer à tout le monde que ce webinaire est enregistré en 2 langues avec une interprétation en direct par notre partenaire qui, pour ceux qui veulent écouter en français, doivent bien cliquer sur l'icône interprétariat et cliquer français, ou en portugais, cliquer sur portugais pour bien écouter la langue qui vous correspond. Ensuite, ce webinaire est en live, donc on va écouter nos panélistes dans quelques minutes. Si vous voulez poser des questions, n'hésitez pas. Vous avez une icône questions-réponses dans laquelle on a un modérateur, notre collègue Achille, qui va prendre note de toutes vos questions, et à la fin du débat entre nos panélistes, les questions seront remontées et on pourra laisser la place à nos panélistes de pouvoir répondre à vos questions. Enfin, pendant le webinaire, peut-être un sondage apparaîtra et on vous invite à répondre à ce sondage. Dernière information, donc voilà, je vous réinvite à suivre et partager à travers les réseaux qui sont maintenant disponibles dans l'onglet discussion, où vous avez accès aux différents réseaux sociaux dans lesquels vous pourrez suivre l'ensemble des prochains webinaires et activités qui ont lieu dans le cadre du Festival Mangal. Voilà, encore une fois, bienvenue. Merci à nos panélistes d'être présents et je
redonne la parole, enfin, je donne la parole du coup à nos panélistes et à notre cher modérateur. Merci et bonne discussion, bon débat. Merci à toi, Julia, et merci aux panélistes. Madame, Monsieur, bonjour, bienvenue à ce webinaire, le deuxième webinaire du programme Festival Mangal intitulé Entre inclusion et exclusion, quelle est la place donc des communautés dans la gestion, dans la gouvernance des écosystèmes. Et les panélistes ont été déjà présentés. Et dans l'ensemble, nous remarquons que dans le monde entier, nous avons énormément de ressources naturelles et ces ressources sont beaucoup plus utilisées par les communautés qui sont autour de ces ressources pour leur bien-être, pour leurs activités locales, etc. Mais de plus en plus, nous constatons donc qu'il y a une multiplicité, une multitude d'acteurs, que ce soit au niveau des projets, que ce soit au niveau des gestionnaires, que ce soit au niveau donc des parties prenantes dans la gestion de ces écosystèmes-là. Quelle est la place qu'occupent les populations qui bénéficient réellement de ces écosystèmes dans cette multitude, dans cette multiplicité d'acteurs? C'est le bien fondé de ce deuxième webinaire que nous aurons le plaisir donc de diriger. Et 3 points vont meubler les échanges. Premièrement, nous allons parler donc du lien, comme je le disais à l'entame, entre le lien ou la cohérence entre les activités qui se font donc, par les acteurs à différentes échelles, échelle locale, échelle au niveau du gouvernement, au niveau de la communauté, et où est-ce que les populations locales elles-mêmes se trouvent dans cette multitude, cette multiplicité d'acteurs et comment est-ce qu'elles bénéficient donc de l'intervention de tous ces acteurs. Et aussi, le deuxième point, nous allons parler donc des savoirs endogènes qui gouvernent la gestion de ces ressources. Ces savoirs sont aujourd'hui, sont-ils un bon outil d'aide à la décision? Nous allons en parler et nous allons également, en troisième lieu, parler donc des opportunités et des risques socio-économiques que les communautés elles-mêmes peuvent avoir face à cette multiplicité d'acteurs dont je parlais. Donc, sans plus tarder, nous allons lancer donc le débat, aller sur le tout premier point. Comme je l'annonçais, nous avons énormément de ressources, les ressources côtières, les mangroves, les lagunes côtières, etc., qui sont gérées par beaucoup de personnes, beaucoup d'acteurs au niveau local, au niveau national et pourquoi pas au niveau international. Alors, ce constat, est-ce que c'est fait par les panélistes également et quel est leur regard sur cette situation d'abord? Donc, cette multiplicité d'acteurs, est-ce que c'est patent en Afrique et dans votre cercle d'études, est-ce que vous constatez et quel est votre regard sur la situation? Je vais poser la première question au docteur Alexis Soubouane-Sana. D'accord. Merci, Vincent. Je remercie le GDR de m'avoir associé à ce webinaire qui traite de la problématique de l'inclusion et de l'exclusion des communautés dans la gestion des écosystèmes mangroves. J'espère que vous me recevez bien. Oui, très bien. D'accord. Donc, c'est une problématique intéressante, c'est une problématique d'actualité, puisque nous vivons l'époque des changements climatiques, nous vivons également l'exploitation abusive des ressources naturelles. Cette thématique vient à point. D'ailleurs, les 3 questions que nous sommes appelés à réponse ont quelque part une certaine cohérence par rapport à ce qui est en train d'être fait sur le terrain. Donc, par rapport à cette gestion inclusive ou bien par rapport à la multitude des acteurs, j'aimerais tout d'abord donner l'expérience du Sénégal qui travaille aujourd'hui dans la gestion des aires marines protégées, où nous avons une multitude d'acteurs institutionnels, mais également des ONG et des communautés. Donc, au Sénégal, nous avons dans la gestion des aires marines protégées l'intervention de plusieurs ministères, à savoir le ministère de l'Environnement, mais également le ministère de la Pêche. Maintenant, le ministère de l'Environnement
par la Direction des aires marines protégées, assure la tutelle administrative de la gestion des écosystèmes. Donc, à côté de cela, nous avons les ONG qui participent également à travers le financement, mais également à travers l'encadrement des populations locales. Mais dans le souci d'une gestion participative au niveau local, au niveau du Sénégal, la gestion des aires marines protégées, ou bien des mangroves en particulier, est gérée au niveau local, à l'échelle locale. Donc, ce sont les communautés qui sont organisées, bien sûr à travers 3 organes. Il y a ce qu'on appelle l'Assemblée générale. Elle constitue la première instance du système de gestion des mangroves, mais également il y a le bureau exécutif et les commissions techniques. Ces 2 institutions ont en charge de la gestion opérationnelle des aires marines protégées. Donc, voici le décor un peu de ce qui se passe, de la réalité que nous sommes en train de vivre au Sénégal. Mais quand nous regardons, nous avons tendance à croire qu'il y a une bonne cohérence, il y a une coordination et une bonne cohérence. C'est vrai, mais cette gestion a des limites. Parfois, souvent des conflits apparaissent entre ceux qui sont chargés de la gestion au niveau central, mais également les comités de gestion locaux. Alors, on va revenir sur ces conflits-là dans le second volet de cette discussion, de cette première partie. Rapidement, je vais demander à M. Fodé Kalo de partager également ses expériences en matière de multiplicité des acteurs dans la gouvernance et la gestion des ressources naturelles en Guinée, je pense. Comment est-ce que ça se fait? Merci bien, M. Constant. D'abord, c'est de remercier les organisateurs d'avoir fait participer un acteur de la pêche artisanale. Il faudrait que je me présente, moi je suis pêcheur artisan, Fodé Kalo, comme on s'est déjà présenté, et de faire participer un pêcheur au programme scientifique Festival Mangal. Donc, pour parler de l'inclusion et l'exclusion et multiples d'acteurs du cas en République de Guinée, il faudrait comprendre que en Guinée, c'est le ministère de l'Environnement qui gère le problème côtier. Et au sein de ce ministère de l'Environnement, il y a plusieurs... Oui, monsieur Fodé, vous Allô? nous recevez? Oui, vous nous recevez? Oui, je disais que... Allô? Oui, on vous entend très bien. Voilà, je disais qu'au niveau du ministère de l'Environnement, il y a la Direction nationale des aires marines protégées qui est là, il y a la Direction du milieu marin, il y a la GGE, l'Agence guinéenne d'études environnementales. Tout ceci, c'est au niveau du ministère de l'Environnement. Quand vous prenez aussi le ministère de l'administration, il y a les services déconcentrés qui sont là, il y a le gouverneur, le préfet, tout ceci interviennent dans ces différents domaines. Et il y a aussi l'urbanisation qui vient de se faire dans ces lieux. Et le pays aussi est un pays minier. Le ministère des Mines aussi est là. Le ministère de l'Agriculture est là. Il y a la création aussi de multiples ONG dans le pays. Il n'y a pas de spécialisation. Vous pouvez trouver une ONG dans l'affaire d'environnement, vous le retrouvez dans d'autres secteurs encore. Donc, il y a un problème. Il n'y a pas de service transversal qui peut regrouper tous ces multiples services. Et sachant que la communauté à base, parce qu'on ne peut pas parler d'écosystème marin sans parler de la communauté. La communauté est incontournable
dans la gestion des écosystèmes marins. Ok. Ouais. Alors, et Monsieur Etunde, un peu de votre côté en Guinée équatoriale, comment ça se passe avec ces acteurs qui sont multiples, divers, de nature ou également de background? Est-ce que c'est la même chose qui se passe chez vous? Et comment est-ce que ces acteurs-là, comment est-ce que ils sont hiérarchisés? Bom, eu sou o Domingos Gomes Betundi, diretor do Parque Natural de Tarapi do Rio Cacheu. Eu não sou como você está a dizer, eu não sou de Guiné Equatorial, eu sou de Guiné-Bissau. Ok. Nesse aspecto, relativamente a esses múltiplos parceiros, existem o primeiro parceiro da conservação na Guiné-Bissau é o Ministério do Ambiente. O Ministério do Ambiente. Le premier partenaire de la conservation en Guinée-Bissau, c'est le ministère de l'Environnement. Et en dessous du ministère de l'Environnement, il y a plusieurs acteurs. Il y a l'IBAP, qui est le premier acteur qui intervient dans les processus de gestion et de conservation de la biodiversité en Guinée-Bissau. Ensuite, nous avons l'implication des ONG. Les projets des ONG interviennent dans les travaux de la conservation de l'écosystème de mangrove. Nous avons les administrations locales également et les groupements de base, les associations de base et plusieurs acteurs, y compris la communauté locale, qui sont les premiers détenteurs du carbone vivant, du sol vivant. Donc, ces acteurs, dans son ensemble, constituent une synergie et une collaboration pour la préservation des ressources des écosystèmes marins et terrestres. Pardon, les écosystèmes marins et terrestres. Cela ne veut pas dire que tout se passe bien. Il y a des points faibles et des points forts. Et dans les points faibles, nous avons, par rapport au mangal, il y a toujours la duplicité d'activités et les conflits d'intérêts entre certains acteurs. Il y a aussi une absence de cartographie des zones d'intervention parce que ces acteurs, souvent, ils vont converger vers une seule zone, ils vont faire le même travail. Un des points faibles aussi, c'est l'absence des salariés permanents, d'un cadre de contrat permanent, parce qu'il y a un turnover très fréquent. Et enfin, nous avons un déficit, un grand déficit, une grande absence d'implication de la communauté locale concernant une plateforme que nous appelons en Guinée-Bissau PLAD, un espace de conservation parmi différents acteurs. Ça, ce sont les aspects négatifs. Par rapport aux aspects positifs, nous avons la création de la plateforme de mangrove dont j'ai parlé. Même s'il y a certaines lacunes, par rapport, comme j'ai dit, la population n'est pas très impliquée dans cette plateforme. Nous avons aussi, et heureusement, nous avons eu la création de cette plateforme qui est un espace de concertation. Et en plus de cela, nous avons la synergie entre ces différents acteurs, et nous avons la synergie et la collaboration entre ces différents acteurs. Même si, comme j'ai dit, je le répète, il y a certaines lacunes. Et enfin, nous avons les valeurs traditionnelles de conservation du système de mangrove. Oui, Monsieur Domingo, nous allons revenir sur ces valeurs. Et vous avez
nous allons revenir sur ces valeurs dans la suite donc, du débat. Et vous avez ouvert un second pan intéressant que Dr Alexis Sagna voulait donc développer et que je lui avais demandé donc, de m'attendre un temps soit peu. Et ces acteurs qui sont nombreux, Comment? alors, la question Alors, maintenant, oui, cette question s'adresse à M. Alexis Sagna. Et monsieur Betouné a commencé donc par parler de ça, ces acteurs qui sont nombreux, et comment est-ce que ça affecte, d'accord, et les populations, quel est le point fort et le point faible, où est-ce que les pouvoirs se rejoignent, où est-ce qu'il y a divergence et convergence d'action, d'accord, et quelle est la place donc de la population dans cet embrouillamini. Donc, deux volets d'abord. Quelle est la convergence et la divergence de ces acteurs-là? Est-ce que vous notez sur le terrain ou bien de par vos expériences de la littérature globale ou bien les actions, ce qui se passe au Sénégal? Donc, est-ce que la multiplicité, le nombre élevé d'acteurs, d'accord? Est-ce que ça a de soucis pour la gestion des ressources en termes de activité, implémentation? Et comment est-ce que ça rejaillit sur la population en termes de difficultés? En termes de difficultés. Merci, mon cher Constant. Comme je l'ai dit tantôt, dans cette multiplicité d'acteurs, il y a souvent des conflits qui peuvent apparaître, alors que les objectifs devraient être les mêmes. Parce que ça soit les communautés ou bien les institutions publiques, les ONG, l'objectif, c'est la restauration ou bien la conservation des aires marines protégées et des mangroves en général. Donc, les populations, souvent, ils pensent que la gouvernance des institutions publiques est un peu rigide et souvent, ce sont des corps paramilitaires qui s'occupent de ça ici au Sénégal. Et parfois, les comités de gestion sur place pensent que cette direction, c'est-à-dire la direction des aires marines communautaires, crée souvent des commissions qui existent déjà sur le terrain. Donc, ce sont des sources de conflits qui impactent négativement par rapport à la gestion concertée au niveau local. Mais l'objectif, comme je l'ai dit tantôt, l'objectif est le même. L'objectif est le même parce que la conservation des ressources naturelles dans les aires marines protégées ou bien les forêts classées et autres, permet non seulement aujourd'hui aux populations locales de tirer des ressources génératrices de revenus par l'exploitation des fruits de mer, par la pêche ou bien par l'exportation du bois mort pour la cuisine et autres. Donc, globalement, ce sont les véritables difficultés que nous avons notées au niveau local. Donc, oui. Est-ce qu'il y a deux ministères qui jouent le même rôle, qui s'entremêlent? Est-ce qu'il y a deux associations locales qui jouent, ou bien plusieurs qui jouent le même rôle, qui s'entremêlent? Est-ce qu'il y a des acteurs qui jouent le même rôle, qui s'entremêlent? Par exemple, je donne un exemple, dans la Casamance, il y a les mangroves, il y a un acteur qui veut, une ONG qui veut implémenter un projet de gestion de stock de carbone, il y a encore une ONG qui revient avec le même projet. Est-ce que des difficultés d'urgence surgissent sur le terrain et comment est-ce que ça impacte la communauté? Bon, au niveau du Sénégal, on n'a pas, puisque c'est bien organisé au niveau institutionnel, on n'a pas trop de difficultés par rapport à ça. Maintenant, comme je l'ai dit tantôt, le véritable problème, c'est entre la direction des aires marines protégées et les comités de gestion locale. Les comités de gestion locale, c'est là où se trouve véritablement le projet. Souvent, la difficulté, souvent l'État central met en place des commissions qui existent déjà à la base. Donc, la population ne se sent pas concernée par rapport à ça. Pour elle, elle n'est pas assez consultée pour participer à la restauration ou bien à la mise en œuvre de ces différents projets. C'est là où se trouve la véritable difficulté. Maintenant, au plan local, c'est vraiment bien hiérarchisé. Il y a des différents ministères qui interviennent, mais ce sont des textes
bien réglementés, ce sont des textes qui réglementent la gestion des ressources naturelles ici au Sénégal. Maintenant, ce qu'il faut retenir globalement, la chose la plus importante, c'est le ministère de l'Environnement qui assure la gestion administrative des aires marines protégées en général ici au Sénégal. OK. On va poser la question à M. Fodé Idrissa. Alors, dites-moi, est-ce que les acteurs qui interviennent donc dans la gestion des ressources en Afrique, vu leur multiplicité, sur la base des expériences que vous avez, est-ce qu'il y a parfois des conflits d'intérêts? Oui, effectivement, comme j'ai énuméré tout de suite les différents services, les différents services, il faut comprendre qu'il y a forcément un conflit d'attribution, conflit de compétences entre ces différents services. Quand on prend par exemple au niveau du ministère de l'Environnement, il y a la direction du milieu marin, protection du milieu marin. Il y a le ministère de l'urbanisation qui est là, qui veut venir intervenir dans le même lieu, la construction, parce qu'aujourd'hui, en Afrique, il faut comprendre, tous ceux qui ont des gros moyens aujourd'hui, c'est eux qui viennent s'installer vers le littoral. Chacun vient venir vers au bord de la mer pour installer pour la construction. Donc, ces gens-là viennent intervenir dans ces lieux. Il y a forcément conflit de compétences entre ces différents services. Et tous relevant de l'État viennent parler à la communauté à la base. Vous savez, la communauté à base ne maîtrise pas certains textes, donc chacun vient avec ses différents programmes. Donc, si le même État avec ses différents représentants, vient vers la communauté à la base comme ça. Donc, vous avez vu que c'est des problèmes qui s'opposent dans la gestion de ces zones. Alors, je ne trouve plus M. Betoundé en ligne. Donc, je reviens rapidement d'abord à vous, Monsieur Sanda. Ces conflits dont on parle, ce n'est pas forcément perceptible au Sénégal, quand bien même, comme vous l'avez dit, je reprends vos mots, Monsieur Fodé a parlé un peu de conflit de compétences, Monsieur Betoundé aussi a évoqué les conflits, donc la convergence des activités dans une zone bien déterminée, etc. Comment est-ce que ça impacte les populations? Est-ce que ça n'a pas d'effet direct sur les communautés qui doivent vivre de ces ressources, et, selon vous? Oui. En fait, comme je l'ai dit tantôt, par rapport à cette gouvernance centrale, les communautés sont impactées parce que souvent, comme je l'ai dit, ce sont des corps paramilitaires qui s'assurent de la sauvegarde de manière générale et de la restauration de ces zones protégées. Donc, ça impacte sur les populations parce que souvent, il y a des sanctions qui sont faites quand, par exemple, les populations ou bien les pêcheurs transgressent un peu la réglementation. Il y a des sanctions qui sont faites au sommet. Maintenant, par rapport au comité de gestion, quand ces genres de conflits interviennent, l'objectif, c'est de privilégier la concertation, même s'il faut sanctionner, il faudrait quand même prendre en compte la réalité sur le terrain, ce qui n'est pas du cas de l'État central, qui, par exemple, privilégie véritablement des sanctions à travers le biais de ces différents services. Donc, cela peut impacter négativement sur l'exploitation des ressources par les populations et par ricochet peut amener des difficultés par rapport à la coordination ou bien à une bonne entente au niveau local. Alors, monsieur Fodé, votre regard par rapport à la question, est-ce que quel est l'impact, quelle est la place donc des populations locales vu cette multiplicité donc de conflits d'intérêts, de conflits d'acteurs qui se passent aujourd'hui dans la gestion des ressources, notamment les mangroves? Oui,
Je vous disais que la communauté est incontournable dans la gestion de ces écosystèmes. Les services déconcentrés qui viennent, les ONG, la société civile, tous ceux qui viennent intervenir dans ces zones-là trouvent déjà la communauté à la base. La communauté à la base, déjà, donc elle est incontournable dans la gestion de ces ressources. Donc, avec ces multiples services d'intervenants, ça joue sur, par exemple, sur l'activité de la pêche qui emploie les plus démunis, la sécurité alimentaire, contribue dans la sécurité alimentaire. Donc, il faudrait la place de la communauté est prépondérante dans la gestion de ces ressources. Para a comunidade nesta gestão. Oui, et vous étiez en train de parler. Monsieur Fodé, vous me recevez? Allô? Oui, vous me recevez? Oui, je vous reçois maintenant. OK. Donc, vous étiez en train de parler de comment est-ce que ça affecte la communauté. Oui, la manière que ça affecte la communauté, c'est de ça que j'intervenais dans ce sens-là avec ces multiples services et que la communauté, vous savez, ces mangroves, la communauté vivent de ça, Donc, leur vie en dépend de ça. Surtout quand vous regardez, par exemple, en Guinée, les zones de mangroves ont été toujours conservées par les ethnies minoritaires qui étaient là, mais compte tenu, on parlera de ça dans les savoirs endogènes, dans la deuxième, voilà, dans la deuxième partie du point. Donc, quand les multiples activités interviennent comme ça là, la communauté, la place de la communauté, que la communauté est incontournable dans la gestion de ses ressources, donc devient problème pour la communauté. Ça devient problème d'intervenants, plusieurs intervenants, ça devient problème parce que quand il y a souvent plusieurs intervenants, il y a plusieurs communications là-dessus et plusieurs d'interprétations. Merci, monsieur Fodé. Alors, nous allons continuer donc dans le débat en attendant que monsieur Bitouni nous rejoigne. Mais avant de continuer, je pense que je veux faire une petite virgule, partager mon avis sur la question avant d'aborder donc la deuxième partie du sujet. C'est que face à cette multitude donc d'acteurs, la littérature en a longuement parlé. En Afrique et aussi dans d'autres régions, je pense, tropicales et subtropicales du monde entier. Et au Bénin, d'où je suis originaire et où j'ai un peu de notion de comment ça se passe au Bénin et au Togo, pourquoi pas au Ghana, cette réalité est la même. Elle est la même quand je prends par exemple le cas du Bénin, la gestion donc des aires marines protégées, dont les mangroves. No caso de Benin, a gestão das áreas marinhas protegidas nas tarefas está concentrada nas mãos do Ministério do Ambiente, mas ao lado há o Ministério da Agricultura, que trata dos recursos naturais. Quando se fala dos mangás, é um sistema ecológico. Há a floresta de mangai, que é um recurso que deve ser gerido pelo Ministério do Ambiente. Há também a água, a laguna, está gerido pelo Ministério dos Recursos. Há também as questões de peixe, a direção de pesca também tem sua palavra. É tudo um conjunto de organismos, de atores estatais
de l'Agriculture, vous avez la direction des pêches. Au niveau donc du ministère de l'eau, vous avez la DGO, la direction de gestion donc de l'eau. Et tout ça, le ministère de la pêche viendra gérer les poissons qui sont dans l'eau et le ministère de l'eau viendra gérer la ressource. Donc, il y a ce conflit d'intérêts qui naît parfois entre les rôles et les attributions de chacun au niveau étatique. Au niveau local, vous avez également des associations qui se forment. D'accord? Par exemple, le cas des mangroves, il y a aujourd'hui des associations qui se forment un peu partout, qui se réclament donc qui réclament donc le droit sur la gestion des mangroves. Et qu'est-ce qui se fait aujourd'hui? Nous tendons vers un système de formalisation au Bénin où, par exemple, le cas des ressources côtières, il y a ce qui a été créé comme les ACCB, les aires de conservation de la biodiversité, aires communautaires de conservation de la biodiversité. Et ces ACCB, c'est le constat qui est fait, c'est parce qu'il y a beaucoup plus donc d'acteurs avec de différents rôles, les ONG, plusieurs ONG qui viennent avec le même projet, qui ne bénéficient vraiment pas aux populations. Ouais. Donc, les populations, par exemple, veulent des projets de diversification des activités génératives de revenus, mais on vient avec des projets de restauration, de plantation de mangroves. Donc, les populations vont vous dire qu'on ne fait que planter alors que nous voulons diversifier nos activités. Ouais, donc, il y a tous ces conflits-là. Et aujourd'hui, ce qui se passe dans le cas du Bénin très rapidement, c'est que il y a la création des ACCB avec une forte implication donc de l'État avec le bottom-up et le bottom-up approach, d'accord? C'était le top-down, donc c'est le bottom-up approach qui va de la communauté vers l'État. Donc, les populations sont regroupées par commune en association et ils ont leur communautaire qu'ils vont gérer et ils sont directement censés de répondre au maire. Donc, le maire répond à la préfecture répond à l'État central via donc le Sénégref et l'agence donc de gestion des aires protégées qui est inféodée au ministère donc de l'Environnement. Donc, aujourd'hui au Bénin, je pense que le problème est pas tant perceptible et on est graduellement en train d'aller vers la réorganisation du système. Aujourd'hui, par exemple, il y a un creuset qui a été créé, comme le dit M. Fodé. Je pense que c'est M. Betouni qui a évoqué la plateforme des acteurs intervenants donc, dans la réserve du Mono. C'est une grande réserve. Donc, si vous êtes ONG aujourd'hui et vous venez avec un projet, vous gagnez le projet, vous devez passer. Donc, il y a une liste de tous les projets qui sont en train d'être gérés par donc, les ONG de la réserve au niveau centralisé. Donc, vous voyez, même dans la rédaction de vos projets, vous irez consulter pour voir quel projet qui est en train d'être rédigé, d'être implémenté par telle ONG pour éviter donc la redondance des projets. Donc, voilà un peu les exemples que nous avons au niveau local, d'accord, au Bénin pour essayer de juguler ce problème. Ceci étant, nous allons sans transition aborder donc le second volet qui tend à comprendre quelle est la place donc des connaissances endogènes dans la gestion donc des ressources naturelles en général et des mangroves en particulier. Comment est-ce que ça se fait? Comment est-ce que ça se passe chez vous, Monsieur Fodé Idrissa? Est-ce que vous avez ces codes locaux, ces interdits non documentés? Esses códigos locais, essa proibição não documentados que constituem a base des ressources côtières, les ressources des aires marines protégées dans les mangroves. Si vous en avez cité les exemples, comment est-ce que c'est effectif? Comment est-ce que c'est réaliste en fait? Oui, quand on parle forcément des mangroves, au niveau de la pêche, on parle des bras de mer. Donc, ces bras de mer, déjà, les barques sont interdits. Os barcos motorizados estão proibidos. Vous voyez, c'est à ça, c'est la communauté même qui vous met des sanctions dessus. Donc, c'est interdit de l'utilisation des barques motorisées. Donc, déjà, aussi, ceux aussi qui font coupe de bois pour des cas personnels, ils savent là où couper.
couper les paltuviers. Donc, toute la partie qui touche de l'eau est interdite. La partie qui touche de l'eau est interdite. Donc, il faut aller à la profondeur pour faire des coupes de bois. Et vous avez vu que l'agriculture qui est pratiquée dans ces domaines, dans ces lieux, donc c'est différent de l'agriculture sur terre, l'agriculture sur brûlis. Donc, l'agriculture sur brûlis, donc vous commencez par là, 2 ans après, vous partez dans d'autres champs. Donc, si c'est au niveau des mangroves, les bagas, les nalous qui sont autochtones dans ces zones-là, ils utilisent les mêmes zones. Les mêmes zones. Donc, déjà, ça contribue pour la protection. On ne coupe pas. Est développé dans ces zones-là. La même chose, ça se passe comme ça. Donc, dans ces zones-là encore, il y a des zones de reproduction. Il y a des zones de reproduction de ces espèces. Donc, on sait déjà, la communauté sait déjà là où il ne doit pas pêcher. Les aires marines protégées sont là. Nous pouvons sauvegarder cette zone et puis ça peut marcher. Alors, oui, et est-ce que ça, c'est très intéressant, mais est-ce qu'il y a je dirais, des lois endogènes, purement culturalistes, des indices que vous utilisez, ou bien vous connaissez un peu dans le monde, ou bien dans le cas d'espèces chez vous pour la gestion des écosystèmes? Par exemple, il est interdit de faire ci, si vous faites ci, ça va faire ça. Il est interdit. Je donne un exemple simple. Il est interdit quand vous n'êtes pas pure en tant que femme, de rentrer dans telle forêt parce qu'elle est sacrée et la conséquence est telle. Codes locaux là, si vous les avez. Donc, quand vous faillez à ça, vous êtes appelé directement devant Vous connaissez des tabous, des thèmes, des codes locaux, comme je le dis, des interdits purement traditionnels utilisés pour la gestion des écosystèmes. Bon, nous le savons tous, hein, la mangrove contribue de manière significative au revenu des communautés riveraines en général et la diversité de ces ressources de cette formation végétale met en compétition plusieurs activités parmi lesquelles nous pouvons citer par exemple la pêche artisanale, la transformation des produits halieutiques, l'exploitation des crustacés, l'exploitation des sels et du bois. Donc, les savoirs endogènes ou traditionnels, ces savoirs sont liés au vécu de l'éducation coutumière, mais également à la tradition. Parce qu'en général, bon, la gestion traditionnelle est bénéfique à la mangrove. Exemple, si nous prenons le cas de la Casamance, avec il y a un certain nombre de rites qui sont effectués dans les zones de mangrove, ou par exemple, que l'on peut considérer parfois comme des bois sacrés, et il y a une période où il est interdit d'exploiter ces ressources. Há períodos em que é proibido explorar esses recursos. Temos também esse sistema de totem. Por exemplo, no país de Viola, a pessoa tem uma outra representação que é um animal,
Mato qui représente un Il animal. y a ce système de totem qui Dans la existe. base Casamance, Parmi les espèces un système qui sont les plus reconnues, nous avons qui existe et les mammifères, les a été lamantin, fait nous avons, puisque mais sans également nous avons par exemple le requin au marteau et mas também temos o tubarão, o dont l'utilisation ou bien que são proibidos la pêche est interdite. de uso Donc, si quelqu'un ou pesca, transgresse porque são totemos. ou bien en Se alguém viola ces fruits de mer, ainsi, peut faire l'objet de sanctions. pescando Et ces ou sanctions peut-être coletando des amendes, peut-être une cérémonie qu'il faut faire, et ce sont des règles qui sont bien établies. pode Donc, le savoir traditionnel véritablement existe en Casamance surtout au niveau des rivières, au niveau de la basse Casamance. Alors, Monsieur Fodé, de votre côté, est-ce qu'il y a des parties de interdites, par exemple de pêche? Vous êtes pêcheur. Est-ce qu'il y a des zones interdites de pêche? Est-ce qu'il y a des zones à pêche dont la pêche est faite suivant un cycle, par exemple, saison de pêche et puis saison ouverte, saison fermée? Est-ce que vous avez ces réalités-là et comment est-ce que les populations, les communautés vivent ça? Oui, il y a des zones interdites dans le domaine de la pêche. Les aires marines protégées, l'interdiction est là complètement. La communauté sait déjà ces zones. Je vous ai parlé de ces zones de reproduction. Les embouchures, les estuaires sont des zones interdites à la pêche. OK. OK. À la pêche, ils sont complètement interdits à la pêche. OK. Et donc, est-ce que c'est respecté? Est-ce que les gens respectent vraiment ces réglementations? Oui, et le problème qui se pose aujourd'hui dans ces zones, c'est la pauvreté qui est en train de pousser aujourd'hui la communauté qui faisait des trucs personnels, mais qui font aujourd'hui la commercialisation. OK. Donc, quand vous prenez par exemple, quand je prends dans le domaine de la pêche, vous avez vu que les sociétés coréennes qui viennent dans ces zones en Guinée, qui sont au niveau de l'Afrique de l'Ouest, qui sont à la recherche de l'espèce qu'on appelle les otolithes. Les otolithes que nous appelons ici les bobouets. OK. Donc, ça, c'est au niveau des côtes. On les pêche au niveau des côtes. Donc, des fois, il y a des gens mal intentionnés à cause d'argent qui viennent violer ces règles. OK. Alors, est-ce que ces règles-là, on regarde un peu le sujet, est-ce que ces règles-là sont bénéfiques aux populations? São benéficas à população, senhor. Quelle est la place donc des populations dans la prise de ces règles-là et comment est-ce que ça se fait? Est-ce qu'elles se retrouvent dedans? Est-ce qu'elles ne se retrouvent pas dedans? Est-ce que c'est pourquoi il y a des violations de ces règles? Enfin, Bon, l'avantage de ces règles, c'est qu'elles sont tabous. Elles sont tabous et en général, elles se transmettent de génération en génération. Donc, du coup, au niveau local, elles sont souvent respectées. Et comme il y a des zones où il est permis, par exemple, par saison ou bien par période, d'aller pêcher, les gens évitent autant que possible de transgresser ces règles qui sont mises en place. Parce que la Então, plupart, essas são as regras que são implementadas, porque a maior les autorités locales, bien évidemment, sont des gens très respectés, dans leur communauté. Donc, ce sont des gens qui se concertent et à la suite des concertations, ils prennent des décisions qui se transmettent de génération en génération et que ce sont des choses vraiment taboues. Ensuite, il y a une autre réalité, celle de l'initiation. Celle de l'initiation, nous savons que
dans certaines zones, notamment surtout vers Momangouleux, notamment la zone du Goulouf en général. Il y a ce qu'on appelle l'initiation, c'est-à-dire quand l'homme change, quand le jeune devient un homme en quelque sorte. C'est-à-dire, il y a de ces espaces où il y a des palétuviers, où les jeunes doivent se préparer pour changer de statut, pour ne pas dire, pour devenir des hommes. Donc, ce sont des choses véritablement qui sont respectées au niveau local et véritablement en milieu diola, les gens n'ont pas ce souci. Comme je l'ai dit, c'est tabou, personne n'en parle, mais c'est transmis de génération en génération et c'est véritablement respecté. Et cela contribue véritablement à la restauration ou bien à la limitation de l'exploitation abusive des ressources naturelles. Oui, M. Follé, la question ici, c'est est-ce que c'est respecté, est-ce que ce n'est pas respecté? Je pense que la question va un peu plus en avant. En fait, la question que je pose de savoir, c'est est-ce que, oui, quand c'est une règle qui a été éditée, une règle un code local ou bien une règle ancestrale, les populations vont respecter. Mais est-ce qu'elles sont impliquées, d'accord, dans la prise des parties? Je suppose il y a des estuaires que vous avez dit, c'est interdit de pêcher là-bas, donc c'est peut-être une règle locale, ancestrale qui est là et que les gens doivent respecter, d'accord? Mais est-ce que les populations sont concertées dans la prise des parties à ne pas utiliser? Voilà la question qui se pose. J'espère que vous comprenez la question. Allô, oui, je ne vous reçois pas bien. Je demande, bon, vous avez parlé des parties, des estuaires ou des espèces qu'on n'utilise pas, qui sont des parties qui sont interdites d'usage, d'accord? Et c'est local, Oui. c'est traditionnel. Ça, est-ce que pour l'identification de ces parties, les populations elles-mêmes se sentent, est-ce que les populations sont concertées avant d'identifier ce qu'il faut faire ou ce qu'il ne faut pas faire pour qu'à la fin, ce ne sera pas quelque chose qu'on leur impose et qu'elles sont tenues de respecter, mais un consensus qui a abouti à ça? Est-ce qu'il y a un consensus autour des règles? Est-ce qu'il y a un consensus autour des parties à ne pas toucher, des parties à toucher, etc.? Est-ce que la population se voit dans la prise de cette décision-là? Oui, il faudrait comprendre que le cas spécifique de la Guinée, ces zones dont nous parlons, ces observations-là viennent de la communauté avant que les agents même de l'État soient sur le terrain. Donc, ça, c'est des savoirs, c'est des observations même de la communauté, de génération en génération, qui sont vues que telles espèces se reproduisent là. Donc, en temps de reproduction là, nous ne devons pas faire ça ici. Donc, il faudrait qu'on fasse comme ça. C'est ce qui ça a toujours été comme ça. Par exemple, quand vous prenez l'activité de la pêche et l'agriculture, quand en Guinée, les pêcheurs de ces côtés-là, les Baga, les Nalou, ce sont des ethnies minoritaires en Guinée, mais qui font l'agriculture et la pêche. Donc, sous les 12 mois de l'année, ils font, en mois de juillet, août, septembre, c'est l'agriculture. L'activité est concentrée à l'agriculture. Donc, et déjà, ils avaient initié des formes de repos biologique. Donc, en ce moment, il n'y a pas tellement de pêche. Donc, c'est une façon de faire le repos biologique en se concentrant sur l'agriculture, leur activité. Donc, c'est ça, voilà. La communauté en est déjà et ils étaient consultés. Donc, mais c'est face à ces multiples actions. Je vous dis aujourd'hui que la Guinée est un pays minier. Donc, quand vous prenez la zone nord de la Guinée, la zone nord par excellence de la Guinée, c'est des zones par excellence de nutrition, de reproduction des espèces halottiques. Vous prenez la zone du Bereka jusqu'à la limite entre la Guinée et la Guinée-Bissau. Cette zone aujourd'hui est occupée par l'activité et impactée par l'activité minière.
Donc, vous savez, le plateau continental de la Guinée n'est pas si profond. Donc, la Guinée, les autorités ont autorisé l'utilisation des barges. Donc, vous avez vu que ces navires, ces gros navires qui viennent vont être Esses grandes navios que vão chegar e que vão... là. Donc, ces barges-là sont avec les remorqueurs. Chaque 30 minutes, l'activité est là, dans ces embouchures et tout ça là. Les zones que les pêcheurs ont interdit pour ne pas qu'on fasse la pêche, il y a des bruits maintenant qu'ils font et les poissons vont s'éloigner de ces zones. L'impôt, ils vont s'éloigner. Donc, vous avez vu combien de fois l'activité est en train de changer. Donc, c'est des plus démunis. La pêche, les pêcheurs, ce sont des plus démunis. Donc, si leur activité est impactée, ils rentrent dans d'autres choses. Donc, c'est ce risque-là qui court au niveau de la gestion de ces de ces zones de mangrove. OK. Je rappelle aux participants qu'ils peuvent déjà envoyer leurs questions. Les panélistes se chargeront donc de répondre aux questions, je pense, à partir de 12h GMT. Docteur Sagna, est-ce que, par vos expériences, vous pensez que les règles traditionnelles qui gouvernent la gestion des écosystèmes, des mangroves et autres écosystèmes, est-ce que les populations se voient dedans? Est-ce que, bon, la règle, elle existe, comme je le disais, si c'est ancestral et on dit on ne rentre pas dans cette forêt, d'accord, ou bien cette partie, si on ne pêche pas ici, si on ne pêche pas cette partie, si on pêche, voilà les sanctions, d'accord. Si la règle est là, c'est que les populations sont tenues de respecter. Mais pour identifier des parties où il faut appliquer les règles, et les parties où il ne faut pas appliquer les règles là, est-ce que les populations se voient dedans? Est-ce qu'elles ont leur place dedans? Bon, je vais continuer dans ma démarche, toujours en donnant l'exemple de la Basse-Casamance. Comme je l'ai dit, ce sont des règles qui ne sont pas transgressées et que les populations, même si on les impose ces règles, ils les respectent quand même. Donc, l'exploitation des ressources naturelles dans ces zones, ou bien la mise en place de ces règles permet au moins d'assurer au moins un repos biologique pour un certain nombre d'espèces marines. Garantir pelo menos descanso biológico. Est-ce que c'est accepté ou pas? Comme je l'ai dit, ce sont des tabous. Et même si on n'est pas d'accord, on est obligé. Oui, en fait, voilà, et c'est le point que je touche, et c'est là où se pose la question. C'est un tabou, qu'on le veuille ou non, on va le respecter, d'accord? On va le respecter. Mais est-ce que si ce tabou, pour que ce tabou touche une partie de la mangrove ou que ce tabou touche une partie donc de la rivière, est-ce que les populations sont concertées d'abord? Ils sont concernés. Concertés pour voir si... Oui, par exemple, je donne un exemple terre à terre, d'accord, au Bénin, il y a un processus de sacralisation des mangroves, d'accord? Et donc, pour sacraliser, on décide de la partie à sacraliser. On va sacraliser cette partie. Vous comprenez? Ou bien, on va faire une pêche saison fermée. Donc, de janvier à février, on ne va pas pêcher. C'est un tabou. Si vous pêchez, voilà les sanctions locales qui vont tomber sur vous. Donc, avant de prendre cette décision d'urgence, donc le tabou existe et on sait que si on fait ça, voilà la sanction, c'est local. Mais avant de prendre la décision de savoir la période de fermeture, par exemple, où la partie de l'écosystème à préserver de façon endogène, est-ce que vous voyez la place des populations locales dans cette décision en amont de l'application des règles locales? Du point de vue traditionnel, il n'y a pas une intervention des populations locales. Donc, comme je l'ai dit, c'est un tabou qui est là et autrement. Ça veut dire que c'est plus ou moins imposé aux populations. C'est plus ou moins imposé aux populations. C'est une réalité qui est là. C'est une zone consacrée au bois sacré. On n'y touche pas, c'est interdit. Ça, c'est un tabou et personne n'y touche. Maintenant, ce qu'il faut faire, par exemple, peut-être nous allons discuter de ça par rapport aux perspectives.
pour voir comment harmoniser, comment mettre en Voilà. place des moyens modernes pour Voilà. permettre aux populations au moins de pouvoir donner leur point de vue par rapport à la mise en place des espaces de repos biologiques ou bien par rapport à une période bien déterminée pour exploiter des ressources. Donc, Ok. sur le factuel, la réalité est que bon, là où nous sommes, quand en Basse-Casamance, quand une zone est Quando sacrée, uma zona é sagrada, há muitos anos, tudo é transmitido de geração em geração e é sempre a mesma coisa. Essa zona será sempre sagrada. concernés ne se sont pas concertés ou bien on ne les a pas impliqués dans la prise de décision. Souvent, ce sont les anciens qui se réunissent et qui discutent de l'essentiel et de la conduite à tenir. Ok, très bien. Je pense que, monsieur, vous voulez placer un mot, ça peut aller? Par rapport à ce sujet de l'inclusion ou de l'exclusion des populations dans la prise de décision concernant les règles locales. Oui, et je pense bien que ça dépend des différentes zones. Par exemple, quand je prends le cas dans le domaine de la pêche, je vous ai dit que la communauté elle-même se concerte, se décide, prend des décisions. Quand vous prenez la zone de Koukoudé, dans Bofa, hein, vous allez trouver par rapport à la pêche, de maillage des pêches. Malgré que dans le code de la pêche, les maillages sont dits et tout ça là, mais compte tenu que les décisions ne sont pas appliquées sur le terrain, la communauté même pour sauvegarder les ressources se dit directement, se met à la place du décideur pour le contrôle de ces différentes maillages. Disent telle zone, tel maillage ne doit pas être utilisé, vous l'utilisez, on fait ça. Donc ça se fait en concertation avec la communauté locale. Ok. Maintenant, si vous permettez, oui. Constant, Oui. maintenant, ce qu'il faut retenir, ce qui est important, ce n'est rien d'autre que ces coutumes et pratiques traditionnelles se jaugent à travers les fonctions écologiques qu'elles remplissent grâce aux sites naturels, aux sites sacrés naturels. Ça, c'est un fait, c'est une réalité. Donc, les espèces marines et forestiers de grande importance, importance écologique ont pu être sauvegardés grâce à ces coutumes, grâce à cette manière de faire, à cette manière de procéder. Ok. Et très rapidement, avant de continuer, je pense que dans le cas de ce sujet, je pense qu'il faut faire l'alliance entre donc les règles locales et puis les règles traditionnelles. Et je pense que on va peut-être faire un tour de table par rapport à ça. Mais ce qui se passe ici dans le cas d'espèces, c'est que de mes expériences que j'ai faites dans les mangroves et dans d'autres écosystèmes côtiers, il y a ces règles qui sont longtemps négligées, d'accord? Ces règles locales, ces tabous, ces totems qui sont longtemps négligés, non documentés et non pris en compte par les gouvernants locaux de nos pays, mais qui constituent énormément donc à la gestion et à la préservation des ressources. Aujourd'hui, les expériences que j'ai dans le cas du Bénin, c'est que il y a des règles, il y a des totems, il y a des tabous qui gouvernent la création, la gestion des mangroves. Je parlais de la sacralisation. Et c'est un processus qui a commencé en 2014, d'accord, et qui constitue à mettre une divinité qu'on appelle Sanguito en griffe au Bénin. C'est une divinité de nuit. Le Bénin est bien connu pour tout ce qui a rapport avec les pouvoirs traditionnels et puis endogènes. Donc, il y a une divinité là qu'on appelle Sanguito qu'on met dans une partie de la mangrove, d'accord? Et une fois que cette divinité est dans la mangrove, elle est interdite d'exploitation. Et si vous osez exploiter, il y a des sanctions, d'accord? Il y a des prêtres, des dignitaires qui sont là et qui vous sanctionnent fortement des
des amendes allant jusqu'à 200 000 francs. Vous voyez? Donc, c'est très important. Et à part ça, il y a aussi d'autres catégories. Ces forêts qui sont sacralisées tombent dans la catégorie des forêts sacrées. Il y a aussi d'autres forêts sacrées qui sont des forêts de mangrove et qui abritent beaucoup de divinités pour les rituels, pour les cérémonies, etc. Et ces forêts ne devraient pas être exploitées, d'accord? Mais aujourd'hui, ces forêts qui abritent des divinités et qui abritent des sacrifices sont aujourd'hui vandalisées à des fins de production agricole à cause donc de la poussée démographique. Mais ça, c'est différent par rapport à la sacralisation. Les forêts sacralisées, on ne touche pas et c'est respecté. Et là où il y a le conflit au Bénin, c'est qu'avant de prendre cette partie, parce que dans un village, vous avez beaucoup de mangroves, il faut sacraliser une partie. Avant de sélectionner la partie à sacraliser, on ne consulte pas généralement les populations locales. Ouais. Donc, peut-être un certain nombre d'ONG et d'acteurs locaux vont se lever pour dire, bon, cette partie, elle est mieux, on va la sacraliser, bon, on met la divinité dedans, et puis on gongonne, on dit, c'est interdit de coupe. Et quand on dit c'est interdit de coupe, alors que les populations allaient là-bas pour pêcher, elles allaient là-bas pour récolter des bois de feu, elles allaient là-bas pour, etc., etc. Donc, cette partie tombe dans le champ donc, des forêts sacrées et elles n'ont plus assez. Et parce qu'elles n'ont pas été concertées en amont, ça crée pas mal de frustration sur le terrain. Donc, donc aujourd'hui, le tableau, c'est que c'est vrai, ces moyens endogènes sont des outils de conservation, mais il faudrait beaucoup plus l'implication de la population avant donc de les mettre. Par exemple, vous avez dit les tabous, il y a aussi des tabous qui existent, qui sont des tabous imposés ou imposables à la population. Mais je pense que aujourd'hui, avec la poussée démographique, il y a plus ou moins la flexibilité où il faut voir ces tabous, comment est-ce que ces tabous seront intégrés dans le vécu des populations pour qu'elles ne perçoivent plus ces tabous comme quelque chose imposé, mais quelque chose qui contribue beaucoup plus à la préservation de l'environnement, à la préservation de leur milieu, dont les opérations de sensibilisation qu'on doit beaucoup plus recommander, qui sont largement faites le long de la côte ouest africaine et qu'on doit recommander. Donc, je ne sais pas si vous avez encore de points à développer par rapport à ça, où on aborde le troisième sujet, le troisième volet de ce webinaire, qui a rapport avec les opportunités, les risques socio-économiques et les perspectives. Aujourd'hui, on a parlé donc des tabous, on a parlé donc de la multiplicité des acteurs. Tout ça, comment est-ce que ça constitue une opportunité pour les populations d'une part, et comment est-ce que ça constitue une menace pour elles de l'autre côté? Alors, M. Fodé. Pour parler de l'opportunité ou des risques dans la gestion des zones côtières, et aujourd'hui, il y a beaucoup d'opportunités dans ce sens parce que quand vous parlez aujourd'hui, dans ces zones côtières, on parle aujourd'hui de l'économie bleue, on parle de l'économie verte. Donc, tout ça, compte tenu de ça, il y a de multiples projets, il y a beaucoup de projets de reboisement, de restauration de la mangrove. Donc, ça crée beaucoup de multiples de groupements ou de coopératives qui peuvent être mis en place. Il y aura des opportunités, beaucoup d'opportunités qui viendront dans ce sens-là. Mais aussi, il y a des risques qui viennent parce que quand vous prenez aujourd'hui, je suis en train de toujours de signaler là-dessus, quand vous prenez le pays qui est aujourd'hui un pays minier, do país, que é país hoje em dia. à mois de mars, avril, il y a eu des navires qui ont déversé des produits chimiques. Il y a des produits qui ont déversé des produits chimiques à mer, la pollution marine. Il y a eu des brûlures sur plus de 800 pêcheurs artisans.
plus de 800 pêcheurs artisans qui ont, jusqu'à présent, il n'y a pas de suite là-dessus, donc c'est mis de l'autre côté, donc on n'en parle pas, donc ça devient tabou au niveau de l'administration, on ne gère rien, il n'y a pas eu de suite là-dessus, il n'y a pas eu de poursuite, il n'y a rien. Donc, à travers ces opportunités-là, l'État crée l'activité de la pêche qui crée beaucoup plus d'emplois se voit maintenant lésée dans des différentes opérations. Donc, on parlera d'opportunités, mais on parlera aussi de ces risques. OK. Et très rapidement, pour parler des opportunités, des risques, Dr. Alestis, bien avant, est-ce que lorsqu'on va mettre en dehors la gouvernance sacrée, est-ce que vous êtes beaucoup plus dans la gestion des AMP, les populations, comment est-ce qu'elles se retrouvent dans la gouvernance des AMP, dans la gouvernance en termes de structure, des acteurs, etc. Et quelles sont les perspectives et puis opportunités que vous voyez? E quais são as perspectivas e oportunidades públicas? Então, relativamente à governança das florestas, demos um exemplo em Casamance, quando as pessoas deram-se conta que o mangal está desaparecendo, houve uma concertação com o apoio das ONGs que permitiu instalar a nível de Bangalore uma árvore protegida para a comunidade. Et aujourd'hui, Então, esta árvore protegida hoje desapareceu, mas hoje estamos a regenerá-la les acteurs que e, cette aire est mise en place. sobre a base Donc, par rapport, ça c'est par rapport aux perspectives. Maintenant, pour les opportunités dans le domaine de l'environnement ou bien dans l'exploitation des ressources naturelles en particulier, les opportunités avec la multitude des acteurs sont nombreuses. Les opportunités pour les populations, bien sûr. Pour les populations, parce que déjà, ça permet l'ouverture, d'accord, ça permet de capturer des financements venant de ces bailleurs de fonds, mais aussi ça permet d'avoir un encadrement dans certains secteurs d'activité qui n'étaient pas peut-être développés. Par exemple, si nous prenons le cas de l'apiculture aujourd'hui, dans les zones déqualifiées, il y a des ONG aujourd'hui qui travaillent pour aider les populations à développer ce secteur d'activité. Maintenant, aussi par rapport aux restrictions et autres là, ces financements peuvent aider les femmes ou les jeunes à mettre en place ce qu'on appelle des périmètres maraîchers. Donc, en période quand l'exploitation est limitée au niveau de la mangrove, ces femmes peuvent se reconvertir en maraîchères, ou bien les jeunes peuvent aussi mener d'autres activités dans le domaine toujours de l'horticulture. Cela les permet d'avoir des sources, cela les permet d'avoir des revenus qui vont les permettre également de satisfaire les besoins au niveau de leur famille. Donc, l'ouverture, elle est importante. Certes, il y a des choses sacrées, mais à mon avis, il faut aller vers la modernité. Mais cette modernité ne veut pas dire qu'on doit tout laisser. Donc, parmi les aspects de la tradition, parmi les aspects concernant les histoires des totems et autres, là, tout là, c'est important, c'est bien. Mais dans la culture, il y a de ces aspects négatifs qui ne permettent pas le développement d'une communauté. Ces choses-là, il faut les laisser de part et prendre ce qui est positif, aller de l'avant avec. Donc, ça ne sert à rien, par exemple, de prendre parfois toute une forêt pour dire que bon, c'est un bois sacré, personne n'a accès et autres. Du point de vue de la nature, c'est bien. Du point de vue de la nature, c'est bien. Mais sur l'exploitation, sur le fait d'avoir des ressources additionnelles, ça pousse para ter rendimento ça, c'est positif par rapport aux opportunités à saisir. Donc, par rapport au risque de cette multitude d'acteurs, effectivement, il y a des risques. Par exemple, aujourd'hui, le Sénégal sera bientôt un pays producteur de pétrole et de gaz. Et depuis des années, ici, nous produisons du zircon au niveau de la zone de Diogo.
Mais il faut aller voir ce que la compagnie a fait dans cette localité. Par exemple, vous voyez toute une bande de filao qui a été abattue pour l'exploitation d'un minerai. Maintenant, en amont, qu'est-ce que la compagnie a fait? Et en aval, qu'est-ce qu'elle va faire? Donc, ce sont des choses, ce sont des risques ce sont des choses qui peuvent amener des soucis par rapport aux risques. Maintenant, il y a aussi le problème des impacts environnementaux. D'accord, très rapidement. Oui, par rapport à l'arrivée de ces nouveaux acteurs. Souvent, nous voyons que quand il y a un projet qui est là, souvent par rapport à l'étude d'impact environnemental, c'est un cabinet qui vient de loin et qui vient faire l'étude en quelque temps et ils repartent. Et souvent, ces gens ne maîtrisent pas les réalités du terrain, ne maîtrisent pas les différents secteurs d'activité qui sont mis en valeur dans la localité. Donc, et ça affecte la population. Ça affecte la population, effectivement. Et parfois, les populations sont réticentes par rapport au projet, même si le projet devrait être approprié parce que le projet a beaucoup d'aspects positifs, mais il arrive que les populations rejettent le projet parce que tout simplement, on ne les a pas impliqués dès le début de la mise en œuvre. Ok, je pense que Monsieur Petunde est revenu, s'il est là. Bon, je pense que je ne le vois plus visiblement. Alors, je pense qu'il va revenir parce qu'il était revenu tout à l'heure. Monsieur Petunde? Oui. Ok, alors bienvenue, on vous a perdu pendant un bon moment. Bienvenue dans le débat. Heureusement, c'est la question de réseau. Hein. Oui, il n'y a pas de souci. Je viens de taper. On comprend parfaitement. Alors, donc, bienvenue dans le débat. Donc, on avait évoqué la question dont vous voulez parler avant de partir, des savoirs endogènes dans la gestion de votre réserve, vos connaissances naturellement sur la question endogène et comment est-ce que ça se passe dans votre environnement. Quando nós falamos de saberes endogênicos, les savoirs endogènes, cela nous amène à réfléchir sur les approches rurales. Donc, il faut avoir en compte des savoirs traditionnels des communautés locales. Parce qu'on sait que la conservation n'a pas commencé aujourd'hui. Ça a passé par plusieurs étapes. Ça a commencé par la conservation empirique à travers des traditions. Et aujourd'hui, c'est arrivé à la conservation moderne. En parlant de la conservation empirique, comme on peut dire, nos aïeux ont fait cela. Comme je le disais, la conservation n'a pas commencé aujourd'hui. Ça a commencé avec nos aïeux. Donc, dans ce cas-là, quand on parle des instruments de prise de décision, nos aïeux ont créé certains sites sacrés, des forêts sacrées. Par exemple, dans mon pays, dans le parc de naturel du Tarap, on peut citer un site sacré. On peut prendre en compte, par exemple, Kobiana, le village de Kobiana, ou la forêt de Ko. Ceci pour faire un résumé par rapport au site sacré. Donc, dans la prise de décision, il y avait l'établissement des règles traditionnelles. Dans le temps, avec la conservation, on a nos aïeux ont établi des règles de gestion. Il y a des choses qu'il ne faut pas faire. Donc, une autre chose, c'est l'intervention, c'est l'accès. Donc, ce n'est pas à tous les types qu'on a assez. Ça, c'est les prises de décision qui permettent la gestion des savoir-faire, que ce soit une valeur ajoutée. Voilà.
Donc, le plus important, c'est le respect des valeurs traditionnelles de gestion. Parce qu'actuellement, quand on parle de risques, on peut parler, bien qu'on ne soit pas encore arrivé là, on peut parler de la perte des valeurs traditionnelles de gestion. Donc, je vais donner un exemple. Actuellement, les jeunes de mon pays se préoccupent du pouvoir économique. Ils violent les règles qui ont été là, qui ont été établies par nos aïeux. OK. Alors, j'ai perdu. Oui, oui, et monsieur Fodé. OK, monsieur Betoundé. Oh, visiblement, il a des problèmes de connexion alors qu'il développait un aspect vraiment intéressant. Avant que nous revienne, monsieur Fodé, des acteurs liés au savoir endogène et aussi liés à la place donc de ces acteurs-là dans la gouvernance des ressources. Monsieur Callot. OK. Je vais vous poser la question de savoir de votre côté, quelle est votre perception sur les opportunités et puis les risques socio-économiques liés à la multiplicité des acteurs, liés au savoir endogène et aussi à la place de ces acteurs-là dans la gouvernance des écosystèmes. Oui, et avec tout ça, il faudrait un perspective, il faudrait penser à la causation. Il faudrait penser à la causation avec tous ces multiples d'organisations ou d'opportunités des RICS pour bannir RICS. On ne pourra pas parler qu'il n'y aura pas de RICS, il y aura forcément des RICS d'activité, mais s'il y a une participation, une gestion participative, la co-gestion de ces zones côtières, je pense bien que le problème, le RICS va être diminué. Le RICS va diminuer par rapport au cas de la Guinée. On va diminuer le cas de RICS. Mais il faudrait aujourd'hui que, par exemple, moi, en tant qu'acteur de la pêche en Guinée, dans l'avenir, à l'allure, là où les choses vont, dans 2050, on ne parlera pas d'activité de pêche artisanale. OK. Donc, il y a ce risque-là. Oui, il y a ce risque. Et forcément, je vous dis que dans la zone de Bofa et Boké seulement, les 7 jours, il y a au moins 16 navires. 16 navires, c'est le minimum. Hein? C'est le minimum, de fois, c'est 20 et quelques navires qui viennent là pour transporter la bosquine. Donc, ceci-là cherche à là où garer, là où il y a la profondeur. Parce qu'il faut tenir compte jusqu'à de la ligne de base jusqu'à 50 km. Ce n'est pas profond, c'est des 20 mètres. C'est des 20 mètres, c'est des profondeurs de 20 mètres. Donc, là où ils vont garer, ça devient les zones d'activité de la pêche artisanale. Donc, le transport aussi de ces mines, l'activité de ces barges-là, des remorqueurs, vous avez vu de Chenal qui est là, qui font des va-et-vient chaque 30 minutes. Donc, quand vous prenez le mois 16 navires dans la semaine, vous prenez dans le mois 4, ça fait combien de navires? Ça fait combien de navires? Donc, vous avez vu l'activité qui va... Il y a des RICS
énorme risque aujourd'hui élevé parce que les zones sud aussi, il y a aussi des zones sud de la Guinée. Donc, il y a vraiment le risque est élevé sur l'activité de la pêche artisanale. OK. Atividade da pesca artesanal. D'ici 3 minutes, je pense qu'on va passer Então, aux questions. antes de voltar sobre as perguntas, Vous parlez de la co-gestion, d'accord? Quel est le rôle que les communautés doivent jouer dans cette co-gestion dont vous parlez? C'est de là-bas l'importance, c'est de là-bas l'importance maintenant de savoir, de ces observations que la communauté, les connaissances que la communauté antérieure, de génération en génération, vont se poser. Parce que si les parties prenantes sont ensemble, donc chaque partie aura sa responsabilité parce que la communauté vit là. La communauté, c'est la vie de la communauté. Qu'est-ce qu'il faut? Parce que tout ce qui viendra, c'est pour impacter la vie de la communauté environnante. OK. Donc, la communauté est centrale. C'est l'élément incontournable. Oui, et est-ce que quels sont les rôles, d'accord, que cette communauté doit jouer, par exemple, dans la rédaction de l'implémentation des projets, dans la gouvernance, etc., dans le système de cogestion? Est-ce qu'il y a un rôle principal que ces communautés doivent jouer? L'application sur le terrain, c'est la communauté, la sensibilisation, l'éducation, c'est la communauté. OK. Docteur Alexis, est-ce que vous avez un mot à placer par rapport à cet aspect de la place des communautés dans la gouvernance en termes de cogestion, leur rôle, leurs prérogatives, pour qu'il y ait plus d'exclusion? Je pense que ce qu'il faudrait faire, c'est de redynamiser les savoirs locaux et faire impliquer davantage les communautés. Et cela passe par une sensibilisation, par un entretien, par un échange. Donc, il faudrait à la base, en amont, les intégrer même si ce n'est pas au moment de ficeler les projets, mais dans la mise en œuvre des projets, il faudrait que les communautés se sentent concernées. Parce que même si le projet est bien ficelé, si le projet ne reçoit pas l'assentiment des populations, si les populations n'adhèrent pas au projet, ce projet est voué à l'échec. Donc, aujourd'hui, une co-gestion avec les communautés, une gouvernance participative, pour ne pas dire inclusive, est la meilleure démarche aujourd'hui qu'il faudrait mettre en œuvre pour la réussite des différents projets au niveau local. Ok, je pense que il est midi GMT. On va passer maintenant aux questions. Il y a quelques questions qui ont été posées ici. Je vous lis les questions et puis vous essayez donc d'apporter des éléments de réponse. Il y a Monsieur Alpha Omar qui demande quelle est l'analyse que vous faites entre l'application des règles étatiques et les règles traditionnelles. C'est la première question. Et il continue, quelle est l'étendue et le niveau d'application de ces différentes réglementations? Donc, analyse l'analyse entre les règles traditionnelles et les règles d'État, les règles étatiques, les règles légales. Et l'étendue et le niveau d'application de ces règles. Donc, voilà la question de M. Alpha Omar. Donc, premier volet, quelle est l'analyse que vous faites entre les règles traditionnelles et puis les règles légales qui existent dans les pays? Oui, docteur Alexis. Bon, sur les règles... Senhor Alexis, sobre as regras estatais, são regras um pouco rígidas.
que não levam frequentemente em consideração as realidades das populações locais, porque falamos daquilo que vem de cima para baixo, daquilo que vem de baixo para puisse être appliqué sans des dégâts majeurs. Il faudrait normalement une certaine concertation avant de la mettre en place. Maintenant, il peut y avoir que des règles étatiques complètent les règles traditionnelles. Ça, bon, ça peut arriver. Et donc, c'est la meilleure approche que nous souhaiterons. Mais dans la majeure partie des cas, les règles qui sont prises au sommet de l'État ne sont pas acceptées à la base. OK. Et le deuxième volet, l'étendue de ces règles. Bon, par rapport à l'étendue de ces règles, quand les et règles l'application. Oui, mais malheureusement, quand les règles sont prises au sommet, ils sont automatiquement appliquées. Tout à l'heure dans mon exposé, je vous ai parlé par rapport à la gouvernance concertée que les communautés faisaient à la base, contrairement aux sanctions que, par exemple, la direction des aires marines protégées pouvait donner aux pêcheurs qui transgressaient les règles. Parce que pour les communautés locales, les comités de gestion locale, ils prenaient en compte beaucoup d'aspects, mais par contre, au sommet, quand un pêcheur, par exemple, commet des fautes, par exemple, la pénalité peut aller jusqu'à 300 000, alors que les comités de gestion, eux, ils proposent à ce que qu'on prenne en compte toutes les difficultés ou bien qu'on prenne en compte la situation sociale de l'acteur qui a commis la faute. Donc, globalement, c'est ce que je pouvais apporter comme réponse sur la question. OK. Et M. Fauré, très rapidement, votre analyse entre les règles étatiques et puis les règles endogènes et votre point de vue sur l'étendue et l'application de ces règles-là. Non, comme l'a dit le docteur, vous savez, généralement, ces règles qui sont prises, l'applicabilité même fait défaut sur le terrain. Quelles règles, de quoi vous parlez? Les règles légales? Les règles légales, parce que si la communauté, parce que quand je parle tout de suite, ce que j'ai en train de citer, parce que les lieux, il y a des lieux par excellence, c'est des îles, donc c'est loin de l'administration. Si vous avez appliqué sans associer la communauté, vous mettez des lois, des règles là-dessus d'État pour l'appliquer sans que les parties prenantes ne soient associées, l'applicabilité crée problème. Ça crée problème. Donc, il faudrait forcément un lien de complémentarité entre ces règles endogènes et les règles étatiques. OK. Il y a une autre question ici, Monsieur Mamadou Diallo, une question que je ne comprends vraiment pas bien. Et demande quelles sont les mesures, édictées, il serait en train d'écrire, hein. Quelles sont les mesures prises, je vais dire de cette façon, quelles sont les mesures prises par les autorités contre l'usage des monofilaments qui pêchent même les alevins et qui sont non biodégradables? Monsieur Diallo, qui demande quelles sont les mesures prises contre l'usage des monofilaments. Bon, je pense que ça équipe des filets à maille fine qui pêchent même les alevins et qui sont non biodégradables. Je pense que cette question, Monsieur Faudé, voilà. D'abord, c'est de machin. Oui, et par exemple, le cas de la sous-région, parce que chaque pays parle de l'introduction de ces monofilaments. Donc, il y a eu déjà l'interdiction. Et vous savez, quand vous prenez par exemple le cas de la Guinée, parce que l'utilisation des monofilaments, c'est un problème mondial. C'est un problème mondial aujourd'hui. C'est un problème de financement. Les États ne veulent pas financer pour trouver des filets conventionnels
dégradables qui peuvent être à la disposition des pêcheurs artisans. Donc aujourd'hui, quand vous prenez la Guinée, à l'arrivée du CNRD au pouvoir, ça a été l'une des décisions de CNRD en prenant décret. Dans la sous-région, c'est la Guinée seulement qui a pris un décret interdisant utilisation, fabrication, vente de ces monofilaments. Okay. Ça devait rentrer en action depuis mois d'avril passé. Okay. 2021. Mois d'avril 2021. Donc, jusqu'à maintenant, il y a un problème d'applicabilité sur le terrain. Parce que faute de rechange de filets sur le marché. Donc, le problème de monofilament, c'est un problème qui doit être posé de façon, parce que vous savez, les espèces, on a des espèces partagées. On a des espèces partagées. J'ai été une fois au Sénégal, en Gambie, donc l'utilisation de ces monofilaments pose problème dans tous ces différents pays. Mais il faudrait que les États s'engagent à mettre à disposition les filets de normes pour les pêcheurs artisans. Ok, Dr. Aziz, votre regard sur la question rapidement. Bon, c'est une problématique actuelle, une problématique qui est là, et les gens n'ont pas encore trouvé la meilleure solution. Cependant, souvent, des sanctions sont effectuées, et il arrive même que les services de la pêche, une fois qu'ils voient ces filets à bord des pirogues, puissent les récupérer et donner des sanctions. Mais le problème est là, il demeure, et il faudrait véritablement pousser la réflexion par rapport à ça. Donc, comme l'a dit M. Callot, c'est un problème mondial, et aujourd'hui, les gens souffrent véritablement. OK. Une question de M. Omar Biaye. Il demande, aujourd'hui, face à l'urbanisation galopante... Hoje, a próxima questão é, hoje, diante da urbanização que aumenta, como as comunidades locais vão poder gerir sustentavelmente os ecossistemas? A questão do senhor Omar Biaye, hoje, diante da urbanização crescente... Des communautés dans la gestion des écosystèmes. Bon, lui, il fait en face donc de l'urbanisation galopante. Sa deuxième question, avec le phénomène d'étalement urbain, beaucoup de forêts qui étaient jadis protégées ont disparu. Maintenant, quelle est la réponse des communautés face à ce problème? Donc, problème de dégradation des ressources naturelles, il demande quelle est la réponse des communautés face à ce problème donc de dégradation, de disparition des forêts. En fait, l'urbanisation pose véritablement un problème également. Hein. C'est un problème sérieux. C'est un problème sérieux. Nous avons vu ici au Sénégal, par exemple, où des zones ont été déclassées et où on a abattu des bandes de filao pour construire des logements. Donc, c'est un problème qui est là, qui demeure. Maintenant, quelle est l'approche ou bien quelle est la méthode qu'il faudrait utiliser pour régler cela? Mais bon, c'est quand même compliqué. Il y a de ces théories qui vous parlent de la limitation de la démographie. Autre là, je ne sais pas, il y a même, on parle parfois des débats sur les dividendes démographiques où on développe des théories de malthusiasme par rapport à la fécondité des femmes et autres là. Donc, c'est un problème sérieux. Et maintenant, quelle est la solution? À vrai dire, moi, je n'ai pas la solution. Parce que par rapport à une superficie bien déterminée, quand les gens sont là, ils ont besoin d'un toit pour habiter. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut faire? Y a-t-il assez de terre? C'est une question. Mais du point de vue de la superficie ou bien de l'étendue du Sénégal, le véritable problème, c'est que la population s'est concentrée seulement dans une zone. Par exemple, vous prenez le cas de Dakar, plus de la moitié de la population du Sénégal est à Dakar. Alors qu'à Dakar, il y a des forêts classées, il y a des bandes de filao qui sont constituées des réserves. Et par rapport à cette urbanisation galopante, les gens sont obligés de couper ces bandes de filao ou bien de déclassifier des espaces pour la construction des habitats.
Donc, c'est Ok. un sérieux problème qu'il faudrait véritablement prendre en charge et pousser la Ok. réflexion là-dessus. Ok, Monsieur Kallo, la question donc de l'urbanisation et puis de la place des communautés face à la dégradation, à la perte des ressources. C'est vraiment aujourd'hui, c'est des sérieux problèmes par rapport à l'urbanisation. Quand nous prenons le cas de la Guinée, l'urbanisation du littoral vraiment cause aujourd'hui d'énormes problèmes. Quand vous prenez la zone sud de la Guinée, à Forcaria, à Matakan, l'érosion côtière en train d'apporter cette zone aujourd'hui. Et cette zone agricole en train de partir. Donc, pour sauver aujourd'hui cette zone, il faut mettre des digues de protection. Mais les digues de protection qui seront mises dans l'avenir, dans cette zone, pour sauver cette zone, va retomber encore vers Conakry, une autre île, l'île de Los. L'île de Los qui a même commencé, l'érosion a commencé dans ce côté. Donc, même à l'allure des choses, de 20 années après, 30 années après, même aujourd'hui, le palais que le président de la transition est en train d'occuper aujourd'hui risque d'être emporté par l'eau. Donc, c'est des sérieux problèmes, d'urbanisation du littoral. C'est vraiment un sérieux problème pour face à cette communauté. Mais vous savez que ceux qui viennent y investir là, ceux qui font la construction, tout le monde veut être dans la capitale. Tous ceux qui font la construction, les hôtels qui sont construits là, les étages, les immeubles qui sortent là, ce sont eux qui ont des moyens. C'est des gros moyens. Donc, face à la communauté, face à la population démunie, vous avez vu combien de fois le problème est crucial. Quand je prends aujourd'hui le cas de la pêche, il y a le débarcadère de Temeneta qui a été morcelé, donné à un opérateur d'hôtel pour la construction d'hôtels. Donc, vous avez vu combien de fois ça joue sur la communauté ou ces écosystèmes. Donc, ça depuis l'activité, ça va forcément jouer sur l'activité de la pêche. Ok. Merci pour votre réponse. Il y a M. Moussa Sissé qui demande quel est le mécanisme l'État en tant qu'organe de prise de décision en matière de gestion publique dispose-t-il pour la gestion concertée des acteurs impliqués dans la gestion des ressources? Donc, quel mécanisme l'État dispose-t-il pour une gestion concertée des acteurs impliqués dans la gestion des ressources? L'État en tant que parti public, est-ce qu'il a un mécanisme pour la concertation des acteurs dont les populations riveraines dans la gestion donc, des ressources? Non, moi, mon avis, c'est compte tenu que nous ne sommes pas État, donc c'est de proposer à l'État qui est partie prenante, l'État qui est le premier décideur, que la gestion participative, c'est l'État qui peut réunir tous les partis ensemble. Tous les partis prenants, c'est l'État qui peut les réunir. D'où la cogestion dont vous parliez. Dans la cogestion de part. Ok. Docteur Alexis, votre regard sur la question de la cogestion, du rôle de l'État? Oui, dans la gestion concertée des acteurs impliqués dans la gestion des ressources. Je pense que l'État doit d'abord jouer un rôle de surveillance, mais également, il doit tout le temps mettre
en place des moyens qui puissent permettre aux populations de réfléchir eux-mêmes au niveau de la base et de faire des propositions qui puissent aller dans le sens de régler un certain nombre de problèmes au niveau local. Ok. Même si l'État est un acteur clé, mais il doit être un peu flexible par rapport à... Mais Mhm. oui, ben, c'est ce qui devrait être fait. Mais est-ce qu'il y a un mécanisme qui existe? Est-ce que un mécanisme existe? C'est la question qui est posée. Il n'y a pas véritablement de mécanisme qui existe. D'ailleurs, on vous a parlé de ces conflits qui sont tout le temps notés. Maintenant, s'il y avait un véritable mécanisme, à notre avis, bon, peut-être que cette question, on devrait plutôt la poser si on avait la chance d'avoir peut-être un des responsables étatiques ici qui allait peut-être apporter une réponse par rapport à cette question. OK. Monsieur Fodé Idrissa, est-ce que vous connaissez, vous avez fait des propositions, mais est-ce que vous connaissez un mécanisme qui existe? Bon, je pense qu'il est parti et ce débat touche déjà à sa fin. Je vous remercie d'être là. Monsieur Alexis, est-ce que vous avez votre dernier mot mot de conclusion pour ce webinaire? Bon, mon mot de conclusion va dans le sens dans le sens d'une gouvernance participative des écosystèmes pour une approche beaucoup plus inclusive des communautés. Et cela ne peut que se faire par l'organisation des populations locales en plusieurs composantes, ou bien de sous-groupes géographiques correspondant aux communautés, mais également à leur territoire et à leurs coutumes. Okay. Donc, il faudrait, par exemple, bon, c'est le mot de la fin que je pourrais Oui, donner. très rapidement, oui. Très rapidement, ok, merci. Et Monsieur Callot, votre mot de votre conclusion, votre mot de la fin par rapport à ce webinaire? En fait, c'est de remercier les organisateurs, faire participer un acteur de la pêche au programme scientifique. Donc, c'est de remercier et parler avec, venir sous la langue du docteur, la gestion participative de co-gestion, qui est la meilleure gestion des écosystèmes marins et côtiers. Ok, merci à vous pour votre participation active à ce débat. Merci à vous aussi en tant que modérateur, vous avez pu gérer vraiment le temps. Chers participants, chers panélistes, c'est la fin de ce webinaire que nous vous remercions d'avoir suivi. Donc, je redonne la parole à Madame Julia pour la suite et pour le mot de conclusion. Merci. Merci beaucoup et bravo à vous pour cet excellent débat de très bonne qualité, vraiment. Donc, vraiment, je vais réitérer nos remerciements donc à Monsieur Callot d'avoir répondu présent et d'avoir activement participé à ce débat, à Dr Sania, à Dr Betunde, malgré les problèmes de connexion, qui a essayé tant bien que mal à pouvoir participer au débat. Un énorme merci à Dr Yansounou pour la modération excellente de ce débat. Merci à l'ensemble des participants qui étaient nombreux. Alors, entre vous, vous ne voyez pas combien vous êtes, mais on a dépassé plus de 45 personnes qui ont participé et assisté au débat. Donc, ça montre vraiment l'intérêt. On ne sait pas encore de quelle connexion, mais je suis sûre qu'il y a de plusieurs pays et plusieurs continents. Donc, c'est vraiment, on voit l'intérêt de beaucoup de personnes à participer, à assister à ce type de rencontres, à ce type de débat. Merci encore à l'équipe technique aussi, parce que du coup, derrière, on a dû gérer tous ces incidents techniques et de connexion et de traduction. Et donc, merci à l'équipe de traduction. On s'excuse à tout le monde pour les problèmes techniques, les problèmes de traduction. On essaye de faire de notre mieux. On n'est pas les professionnels en webinaire, mais l'idée, c'est d'essayer de vous offrir ces temps d'échange. Et donc, voilà, on s'excuse pour ces petits couacs et on espère que vous n'avez pas pu trop perdre l'essentiel du débat pour les versions portugaises plutôt.
On vous donne rendez-vous du coup à vendredi pour le dernier webinaire de ce programme scientifique. Donc le dernier webinaire a l'intitulé, pardon, je reprends mes notes, on va vraiment parler entre exploitation et préservation des ressources des écosystèmes de mangroves. Quel système de régulation et de surveillance durable existe-t-il dans les pays dans lesquels on est? Donc, on vous invite à venir participer nombreux comme aujourd'hui à travers les liens qui sont disponibles sur le site du festival et sur tous les réseaux sociaux. Donc, on vous invite d'aller visiter, partager les réseaux sociaux et le site du festival qui vient d'être ouvert hier et donc qui est très complet, qui donne toutes les informations à jour avec les liens de connexion à jour qui marchent bien. Voilà, encore une fois, merci beaucoup. On vous souhaite une excellente journée, une bonne semaine et à très vite sur la suite des événements. Merci à vous. Et au revoir. Merci. Au revoir. Merci, au revoir.